Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certes, après quelques temps, mais je suis partie en vacances et j'avais aucune intimité pour filmer des vidéos. Et aussi peu de matériel pour monter les vidéos. Mais donc là, je suis rentrée chez moi. Et donc, j'avais un peu envie de vous parler vraiment de livres cette fois. Et de vous faire un update lecture de mes meilleures lectures de cet été. J'ai quand même réussi à pas mal lire, même si j'ai eu un mois de juillet un peu compliqué au niveau lecture. Et ici, donc, je vais vous présenter les 6 livres que j'ai préféré lire, que j'ai trouvé, qui ont éclairé mon été et que j'ai trouvé vraiment bien. Donc je vais commencer avec un livre dont je vous ai déjà parlé, qui est Le coût de la vie de Deborah Levy, puisque j'en ai parlé dans mon vlog où je pars en vacances. Le coût de la vie de Deborah Levy, c'est un livre que j'ai acheté de manière tout à fait spontanée, puisque dessus donc c'est une couverture avec une image d'un film de Jean-Luc Godard que je n'ai pas vu, mais j'adore l'esthétique de ce film. Et donc en voyant cette couverture, entre cette image et la mise en page qui est vraiment belle, j'ai trouvé, enfin ça m'a extrêmement donné envie de l'acheter. Je l'ai un peu acheté sur un coup de tête, sans trop savoir de quoi ça parlait. Et à vrai dire, j'avais même un peu peur d'être déçue. Et pourtant, j'ai absolument adoré. J'ai trouvé ce livre tellement bien. La plume de l'autrice était d'une poésie absolument incroyable. Et en fait, j'ai découvert là, juste tout récemment, il y a quelques jours, en fait, c'était le 2e tome d'une trilogie autobiographique de l'autrice. Et donc maintenant, je veux lire les 2 autres premiers tomes. Surtout que le premier tome, enfin, le premier tome et le dernier tome, surtout que le premier tome a l'air absolument incroyable. Du coup, c'est une autrice que j'ai extrêmement envie de découvrir. Et donc, dans cette autobiographie, on va plutôt se centrer sur, je crois c'est la cinquantaine de Deborah Levy, lorsqu'elle habite à Londres et qu'elle vient de divorcer de son mari. Et donc, c'est un livre sur la reconstruction, sur le changement, sur la manière dont on évolue. Donc, ensuite, oui, voilà, on va continuer par ça. J'ai lu un iconique à lire de la littérature française et féminine à lire en été, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. J'ai envie de le lire depuis pas mal de temps, mais j'avais surtout envie de le lire en été parce que c'est la saison parfaite pour lire Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, puisque ça se passe à la plage. Bonjour Tristesse, c'est un livre que Françoise Sagan a écrit à 17 ou 18 ans, je sais plus. En tout cas, à 18 ans, je pense qu'elle le publie. Et donc, c'est un roman qui suit Cécile, une héroïne de 17 ans, part en vacances à Saint-Tropez avec son père et l'amante de son père. Mais un jour, ce qui était une amie de son père arrive. Ils annoncent à Cécile qu'ils vont se marier. Et Cécile va être profondément irritée par cette nouvelle, notamment parce que son père est un homme volage qui aime coucher avec des femmes. Il est libre, il est libertin. Et aussi parce que Anne, la fiancée de son va réprimander les libertés de Cécile qui est en train de se découvrir. C'est un roman que j'ai absolument adoré. Déjà parce que beaucoup de personnes reprochent à Cécile d'être une héroïne immature et irresponsable, je trouve, et d'être en tout cas antipathique. Personnellement, je l'ai absolument pas trouvé. Enfin, si, je l'ai trouvé antipathique, mais j'ai apprécié ce personnage et du coup, j'ai absolument adoré ce roman. Je trouve que, en fait, cette innocence et enfin, certes Cécile elle est naïve et c'est une petite bourgeoise, mais justement c'est ça qui est intéressant, et c'est que c'est pas un personnage aimable, mais c'est un personnage qui est complexe et qu'on peut comprendre. C'est aussi un roman enfin ça a fait beaucoup scandale, et aujourd'hui, enfin je pense que aujourd'hui, avec un regard en 2023, on voit moins le scandale, mais ça reste un livre qui a ouvert la voie, disons, pour la sexualité féminine, parce que je crois qu'il date des années 50, ouais, 1954. Et donc, c'est un livre vraiment super intéressant. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé que la plume de Françoise Sagan était d'une beauté, notamment lorsqu'elle décrit toute l'ambiance de Saint-Tropez, de la plage, du sable, de la mer. Enfin, vraiment, c'était super bien, et j'ai été accrochée jusqu'au bout. Les personnages, ils sont pas aimables. Enfin, je veux dire, aucun personnage est aimable. Le père, au final, est clairement... Enfin, surtout lorsqu'on a une vision, je pense, en 2023 du père. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un personnage modèle. Anne est clairement un personnage antipathique. Enfin, je veux dire, Anne, même si on la comprend et qu'on peut s'attacher à Anne, elle est franchement... elle bascule entre la cruauté et une forme de pitié, de sentiment d'émotion pour Cécile. Et en même temps, Cécile, donc, elle est immature, elle est puérile, et en même temps, moi je me suis attachée à elle, quoi. Et donc, je pense que c'est le genre de livre à lire
à 17 ans sur la plage sans prise de tête, quoi. Et franchement, j'ai beaucoup plus aimé que ce que je pensais, et j'ai trouvé qu'il y avait plus de profondeur que ce que j'imaginais. Je vais vous parler des Hauts du Hurlevent d'Émilie Brontë, qui fut une lecture très spéciale, disons. Je connais les Sœurs Brontë depuis quelques années maintenant, sans avoir lu aucune de leurs œuvres, et je pensais plutôt commencer avec Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ce qui s'est passé, c'est que je pensais attendre, c'est-à-dire attendre d'avoir un meilleur niveau en anglais pour pouvoir les lire directement en version originale. Sauf qu'il s'est passé que lorsque on est allé chez mon grand-père, mon père a décidé de mettre une compilation des musiques de Kate Bush qu'il avait, et dedans, la première chanson qui a commencé, c'était Wuthering Heights, donc les Hauts du Hurlevent. Et je suis absolument tombée amoureuse de cette chanson, et de Kate Bush par la même... et de Kate Bush en même temps, mais ça c'est une autre affaire. Mais la chanson, je l'ai trouvée tellement belle qu'elle m'a donné envie de lire le livre. D'abord je me suis dit non mais j'attendrai, mais je me suis dit mais non c'est pas possible, il faut que je lise le livre. Et donc je l'ai acheté, parce qu'en plus il coûtait pas cher, et j'ai lu Les Hauts de Hurlevent. Alors c'est une lecture assez déroutante, moi je l'ai trouvée assez déroutante parce que c'est une lecture extrêmement sombre, extrêmement, enfin c'est violent, c'est sombre, ouais, c'est assez spécial. Parce que c'est une histoire de vengeance extrêmement négative, enfin je veux dire c'est la misère des personnages, c'est la noirceur de l'âme humaine. Et pourtant, quand je l'ai fini, je me suis dit bon, c'était violent. Disons que la deuxième partie, je l'ai trouvée assez longue, etc. Mais déjà il y a une ambiance toute particulière, parce que je n'ai pas fait le résumé, mais là je vais vous en faire un. Les Hauts de Hurlevent, ça se passe du coup, donc le Haut de Hurlevent c'est la maison de Catherine Earnshaw, qui est enfant lorsque le roman débute, avec son frère, donc dans la maison de Hurlevent, une maison isolée en Angleterre, dans les Landes, où il y a une météo absolument désastreuse, il ne fait que pleuvoir, il y a du vent, enfin je veux dire c'est un endroit extrêmement tourmenté même dans la météo, qui au final est un paysage état d'âme en fait de la noirceur des personnages et de leur tourment. Et donc un soir, le père de famille de la famille Earnshaw arrive face à sa femme et à ses deux enfants, Catherine et son fils, arrive avec un petit garçon, un petit bohémien, orphelin qu'il a récupéré, et qu'ils vont appeler Heathcliff. Le problème, c'est que Heathcliff va être absolument détesté par le frère de Catherine. Catherine, elle va l'apprécier, ils vont passer toute leur enfance ensemble à jouer, voilà. Sauf que le petit frère de Catherine ne va jamais apprécier ce garçon, il va toujours le martyriser, et à la mort du père, le martyr continue, il l'humilie, il l'empêche d'avoir accès à l'éducation, enfin c'est un véritable martyr pour Heathcliff. Sauf que, à force de passer du temps ensemble, Catherine et Heathcliff commencent à avoir des sentiments, l'un pour l'autre. Et le problème, c'est que Heathcliff est pauvre. Heathcliff ne se souviendra jamais aux besoins de Catherine. Et Heathcliff n'a pas d'éducation, parce que le frère de Catherine lui a empêché d'avoir une éducation. Et donc, même s'ils s'aiment passionnément l'un pour l'autre, mais d'un amour qui est au-delà de l'imaginable, en fait, un amour qui dépasse tout, un amour qui est plus fort que tout, un amour autant dévastateur que pacificateur, quoi. Et en fait, malgré tout cela, Catherine va humilier, en quelque sorte, Heathcliff à cause de ses différences de classe sociale. Mais en fait, Catherine, comme tout le monde, l'aura humilié, et même s'ils s'aiment, Earnshaw va partir pendant, je crois, 3 ans ou quelque chose comme ça, et il revient et il va se venger, quoi. Il est monstrueux, il va décider de détruire la famille pièce par pièce, et sur 2 générations, il va les ruiner, va les détruire. Et du coup, c'est extrêmement noir, c'est extrêmement violent, ça montre un côté de l'humanité qu'on ne veut pas voir. Mais l'amour dans ce livre, c'est pas un amour évidemment sain, mais c'est un amour extrêmement puissant. Et je pense que j'ai lu cet été les plus belles déclarations d'amour dans la littérature que j'ai jamais lues, parce que les déclarations d'amour de Catherine et de Heathcliff sont d'une beauté et d'une puissance absolument dévastatrice. C'est l'amour plus fort que la haine au final, parce que même s'il déteste Catherine, malgré tout cela, il l'aime quand même. C'est un amour, enfin je veux dire, entre l'esthétique du livre qui était absolument magnifique avec les langues anglaises et ces déclarations d'amour mémorables à en couper le souffle, je pense que ce livre m'est resté. D'ailleurs, je vais vous dire quelques petites déclarations. Ainsi ne sera-t-il jamais comme je l'aime.
Et cela parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi soit fait nos âmes? La sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Lyndon est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune, d'un éclair ou que la gelée du feu. Mes souffrances dans ce monde ont été les souffrances d'Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties de leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fut anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Lyndon est comme le feuillage des bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie, apparente mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne me parlez plus de notre séparation, elle est impossible. Et enfin, la dernière station. Catherine et Ancho, puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai? Tu dis que je t'ai tué, hante-moi alors. Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que tes fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi, prends n'importe quelle forme, rends-moi fou, mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie, je ne peux pas vivre sans mon âme. C'est d'une beauté, mais vraiment ça c'est... Et puis aussi, enfin, ce qui est fou avec ce livre, c'est que c'est vraiment l'amour impossible dans le sens où c'est l'amour qui aurait presque existé, parce que j'ai lu Les Petits Personnages de Marie Sizun, qui est aussi un livre qui m'a vraiment touchée, et surtout parce que c'est un cadeau de ma professeure de littérature. Et donc il a une place toute spéciale dans mon cœur en me disant que c'est elle qui me l'a offert. Les Petits Personnages, c'est quoi? Les Petits Personnages, en fait, c'est Marie Sizun, et donc elle a décidé d'écrire, en fait, de prendre des tableaux, qui sont plutôt des tableaux du 19e, fin 19e, début 20e siècle, mais il y a des tableaux un peu plus anciens, notamment un tableau de bateau, et des choses comme ça. Par exemple... Voilà. C'est majoritairement des paysages, des tableaux qui vont apparaître, enfin qui sont des petites scènes de genre ou des paysages, genre, et de peintres pas très connus. Et donc ça va être majoritairement des paysages où on va avoir apparaître des petits personnages, c'est-à-dire des personnages qui sont à peine esquissés et qui n'ont pas d'identité propre et qui sont là. Et en fait, Marie Sizun dans ce livre va inventer leur histoire et lors d'un petit récit d'une à deux pages par tableau, elle va en fait expliquer le tableau de manière un peu fantaisiste quoi. En fait elle va donner présence, elle va donner corps à ces personnages, elle va leur inventer une histoire, ce qu'ils font là, leur donner des pensées, et c'est véritablement réussi, ça marche extrêmement bien. Déjà elle a une plume qui est extrêmement poétique et enfin, véritablement j'ai adoré lire ce livre. Je le lisais la nuit avant de m'endormir, je lisais deux petits textes, je lisais deux petits textes avant de m'endormir et c'était absolument incroyable. Enfin je veux dire c'était juste un coup de cœur. Je vais l'emmener chez moi l'année prochaine dans l'internat pour pouvoir en lire avant de dormir et les lire et les relire encore et encore parce que c'était vraiment... Non, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en plus. C'était vraiment une super lecture que j'ai vraiment trouvé belle. Il y a des textes qui étaient vraiment magnifiques. Voilà, je vous conseille vraiment de le lire, et si vous cherchez quelque chose de poétique qui parle d'art, non, c'est vraiment génial. Salut, c'est la Romaine du montage. J'espère que la qualité de mon ordinateur est pas trop nulle, même si ça a l'air d'être un peu le cas. Mais en gros, juste il y a un truc que j'ai pas dit sur ce recueil, c'est que quand même, je sais pas si on peut trouver les trigger warnings sur internet, mais en gros, il y a quelques scénettes qui peuvent être un peu sensible à lire, notamment il y en a une que j'ai pas finie parce que c'était sur la maltraitance animale, qui est un sujet qui me touche particulièrement et qui est genre un énorme trigger warning auquel je peux absolument pas lire des livres dessus, ni d'ailleurs regarder les pubs par exemple de la SPA s'il y a un problème avec les animaux. Et donc dedans il y avait un chapitre, je crois que c'est celui qui s'appelle Chien noir, où genre ça parle de souffrance animale, ça se terminait bizarre, j'en sais absolument rien parce que je l'ai pas fini, ça faisait trop mal au cœur, j'avais pleuré. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire, sinon je vous laisse avec la fin de la vidéo. Carrie Sutter is back to Taylor Jenkins Reid. Donc Taylor Jenkins Reid, c'est une autrice que j'ai découverte l'année dernière avec un livre très connu des réseaux sociaux qui est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les 7 maris d'Evelyn Hugo en français. J'ai lu tous ces romans depuis Evelyn Hugo, qui sont 4 romans qui sont un peu spéciaux, puisque dans ces romans, elle va inventer un personnage qui est totalement fictif, et pourtant,
on dirait, c'est un personnage un peu qui aurait pu être l'un des icônes du XXe siècle. Evelyn Hugo, c'est une actrice du cinéma comme aurait pu l'être Elizabeth Taylor ou Marilyn Monroe. Ensuite, le roman après, Daisy Jones and the Six, c'est un groupe de musique qui aurait pu être un des groupes de musique mythiques des années 70. Malibu Rising, c'est l'histoire d'une surfeuse et top modèle. Et là, elle invente l'histoire d'une joueuse de tennis, Carrie Soto. Un peu comme Serena et Venus Williams. J'aime beaucoup toujours ces livres. Puis c'est aussi un retour dans le passé. Et puis l'invention d'un personnage qui est iconique, mythologique, fantasmé. Enfin, c'est vraiment des romans du fantasme, de tout ce qu'on peut aimer voir. Et puis des romans extrêmement dramatiques. Et je dois avouer que j'ai adoré Evelyn Hugo. C'est mon livre préféré d'elle. J'ai absolument détesté Daisy Jones and the Six, mais c'est une longue histoire, très très longue histoire. Et Malibu Rising, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que c'était un roman qui avait beaucoup de problèmes au niveau de l'écriture et au niveau du rythme. C'est-à-dire que c'est un roman qui avait trop de personnages dont la plupart étaient complètement inutiles. C'était un roman dont le rythme était très très mal géré parce que Taylor Jenkins Reid, elle a une spécialité, c'est que elle écrit ses romans un peu sous forme de biographie globalement, mais en fait c'est des romans qui remontent avant la naissance de ces personnages et qui vont jusqu'à un événement donné. C'est-à-dire qu'elle peut parcourir 30 à 40 ans. Là, par exemple, dedans, je crois qu'elle parcourt plus de 37 ans. Evelyn Hugo, c'est encore plus que ça, et Daisy Jones and the Six, c'est un peu plus court. Et Malibu Rising, en fait, se donnait corps sur une journée. Et avec des flashbacks dedans. Enfin, en tout cas, le rythme était extrêmement mal donné, il n'y avait aucune tension, ça ne marchait pas trop. Et là, disons que je trouve qu'elle a en fait, tous les points négatifs que j'ai trouvés à Malibu Rising étaient des points positifs ici. Donc, Carrie Soto, c'est une joueuse de tennis qui a marqué, c'est une légende du tennis qu'elle invente. Elle a marqué les années 70-80, c'est une femme qui a tout réussi, et notamment le plus grand record du tennis. Sauf que le problème, c'est qu'au début du roman, une nouvelle joueuse de tennis lui vole son record, et ça lui pose un peu problème. Donc, elle décide de repartir dans la course. Alors qu'elle a pris sa retraite, décidé de refaire du tennis et d'essayer de la vaincre. Donc on va repasser sur un flashback et on va voir son chemin pour essayer de battre Nicky Chan lors du Grand Chelem. C'est un roman sur le tennis, je ne m'y connais absolument pas au tennis et pourtant c'était hyper agréable. J'ai adoré découvrir cet univers et notamment l'univers du sport. J'ai vraiment trouvé que c'était un roman dont l'histoire, mais vraiment l'histoire m'a emportée, j'avais envie de savoir la suite, je l'ai lu en 3 jours. Véritablement, j'avais trop envie de connaître la suite, j'avais envie de savoir si elle allait battre Nicky Chan, si elle allait y arriver, ce qui allait se passer. La romance était inutile dans le sens où le roman aurait pu se faire sans la romance, et pourtant était hyper agréable, j'ai beaucoup aimé la romance qu'il y avait. La relation entre père et fille, qui est un thème quand même récurrent chez Taylor Jenkins Reid, était bien gérée et je l'ai trouvée très touchante. Les personnages étaient vraiment humains, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, notamment quand on lit les flashbacks, Carrie apparaît comme assez antipathique. Enfin, elle n'est pas antipathique, mais elle est facilement énervante. C'est-à-dire qu'elle a un caractère de sportive de haut niveau. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas l'échec, elle est extrêmement froide. Et pourtant, en fait, au fur et à mesure, on découvre... on comprend dans le flashback pourquoi cette froideur et cette rigueur sportive et compétitive est là, et donc on comprend, et moi je suis vraiment entrée en apathie pour Carrie et pour tous les personnages, parce que ça explore beaucoup les dynamiques des relations entre les joueuses et notamment de la compétition, et j'ai trouvé que c'était très bien géré et que c'était très bien mené et que vraiment c'était bien. Donc j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé que la fin était vraiment très puissante, parce que, alors je sais pas si vous avez vu Cars 3, mais ça fait penser à Cars 3, la fin, c'est une fin à la Cars 3, quoi. C'est une fin qui est dans la continuité du roman, qui est logique, qui est normale, et qui permet d'avoir un message positif et une réelle évolution pour Carrie Soto, puisque la fin marque un tournant dans son être et dans sa manière de concevoir le tennis et la compétition, et notamment dans son rapport à son père. Et aussi, il y a le thème de l'échec qui est beaucoup posé, ainsi que comment se relever un échec et de s'entraîner, en fait, de devenir le meilleur soi, en fait. Et c'était super bien.